Va maintenant être enregistré. Donc, je suis ingénieure de recherche en arboriculture fruitière sur le centre CTIFL de Balandran. On est situé du coup près de Nîmes, dans le Gard. Et je suis là avec ma collègue du coup, Prisca Pierre. Oui, Prisca Pierre, je suis, responsable du programme, légumes biologiques et des filières, ail, aubergines, poivrons, courgettes, donc sur le même site que Florence et je participe également à ce projet. Je suis en charge du programme, maraîchage du projet. Alors, donc, je vais vous partager l'écran maintenant. Hop. OK. Donc, prévenez-moi si je vous vois plus, mais prévenez-moi du coup si il y a un souci à ce niveau-là. Ça Donc, marche. parfait. Donc, on va vous présenter là le projet, le dispositif, notre projet qui s'appelle Climagrofel. Et qui a commencé du coup en 2025, mais je vais vous reprendre un peu le contexte et la particularité de notre dispositif agroforestier sur le site de Balandran. Donc on est parti sur des essais agroforesterie. Le point de départ du coup, c'est l'impact du changement climatique, que ce soit sur les cultures maraîchères ou les cultures fruitières. Là, bon, rapidement, du coup, c'est à partir de travaux faits par Amélie Lefebvre notamment et son équipe, qui ont recensé les impacts possibles sur les systèmes maraîchers. Donc, vous avez le lien en bas parce que ces travaux, ils sont disponibles dans un tableur Excel qui est accessible à tous. Et donc voilà, qui a recensé le fait que les changements de température, de précipitation, encore les périodes de sécheresse, avaient des impacts sur la croissance des plantes, la qualité des produits, que ça soit visuel ou nutritionnel, mais aussi donc sur les cycles des bioagresseurs déjà présents ou ceux émergents, les cycles des auxiliaires, etc. Et en arbo, on sait aussi que le changement climatique va avoir des impacts qui peuvent être assez forts, à la fois sur des processus physiologiques ou phénologiques, que ce soit par exemple sur les avancées de floraison, des nécroses de fleurs, la réduction du nombre de corymbes, et donc aussi un impact sur les rendements, sur la qualité des fruits, avec des productions qui peuvent être sensibles aux coups de soleil, et puis un impact voilà, aussi là, sur la faune auxiliaire et sur les ravageurs. Et donc on s'est tourné vers l'agroforesterie, puisque c'est une pratique multiservice, donc à fort potentiel, puisque la présence des arbres forestiers dans une parcelle voilà, pourrait permettre donc d'avoir un effet tampon sur la température, un maintien de l'humidité de l'air, donc vraiment jouer au niveau du microclimat, réduire l'évapotranspiration, maintenir la teneur en eau du sol. Et puis, contrairement à juste des panneaux solaires qui pourraient nous apporter cet ombrage, il va y avoir aussi un impact quand même sur le sol, un apport de matière organique, une amélioration potentielle donc de la fertilité, de la structure du sol, et puis ce recyclage notamment de l'eau, des nutriments en profondeur. Donc c'est surtout des études qui ont été faites en milieux tropicaux ou en milieux arides. Et nous, on voulait voilà, voir le potentiel sur nos cultures dans notre bassin de production. Et du coup, les enjeux sur lesquels on se place, on s'est dit, quitte à mettre en place un essai d'agroforesterie, on se dit que ça pouvait permettre de répondre donc à plusieurs enjeux. Donc celui voilà, de l'adaptation au changement climatique via cette protection microclimatique. On se pose la question aussi de l'atténuation via le stockage de carbone. Bon, on en rediscutera un peu plus tard, mais vu notre dispositif, c'est une question qu'on se posera peut-être dans plusieurs années. On n'en est pas encore là. On s'intéresse aux enjeux de limitation donc tous les types d'intrants, l'optimisation des ressources avec l'impact sur le cycle de l'eau, sur les nutriments, et puis sur l'amélioration et le développement d'indicateurs de pilotage et d'évaluation des systèmes de culture agroforestiers, puisque les références, bien qu'il y ait déjà quelques projets qui soient mis en place dans notre bassin de production, on a encore quand même assez peu de recul sur ces systèmes de culture, et notamment sur l'agroforesterie fruitière. Donc, via travers tous ces enjeux, on s'est dit que voilà, on avait plusieurs objectifs qui reprennent ces thématiques, protection microclimatique, ressources en eau, fertilité et qualité du sol, biodiversité et services de régulation des bioagresseurs, viabilité technico-économique des systèmes de culture.
Mais ce qu'on veut bien garder en tête aussi, c'est le fait de pouvoir élaborer des références agronomiques et économiques sur la production de fruits et légumes en système agroforestier. Et alors, j'y reviens juste après en présentation du dispositif, mais nous, on s'est placé, on n'est pas dans un système de verger maraîcher, mais on a bien un système agroforestier de fruits avec des arbres forestiers ou de légumes avec des arbres forestiers. Je vous remets un peu de contexte parce que c'est une particularité de notre parcelle. À la base, en fait, parcelle en taille très courte rotation, donc qui était présente sur notre site là depuis 10 ans, c'est la photo du haut. Sur cette parcelle, donc on avait des robiniers, des frênes et des platanes qui avaient été plantés voilà, depuis 10 ans, avec une densité de plantation du coup très forte sur une surface donc d'un peu plus de 8000 m². Et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on va faire de cette parcelle. Et donc, c'est là aussi où émergeait ce projet-là de transformer en parcelle agroforestière. Donc, il y a eu en 2021, fin 2021, on s'est mis d'accord sur la densité d'arbres qu'on voulait garder. Donc, d'où les questions de stockage de carbone qu'on va peut-être traiter, mais plus tard, puisqu'on est sûrement là dans une phase un peu de déstockage au vu des perturbations qu'on a eues sur la parcelle. En 2022, on a eu 1 an d'études préalables financées par l'OFB qui nous a permis un peu de mieux réfléchir et construire notre dispositif et puis de pouvoir faire des synthèses biblio et méthodo. Et puis en 2023, du coup, on a déposé un projet à la MIO et climat de l'agence de projet Climat-Grofel qui commence, qui a vu le jour et qui a démarré début 2025. Mais on avait quand même anticipé une plantation du verger en janvier 2024. C'est la photo du bas. Donc, dans ce projet-là qui est financé pour 2 ans, on a axé du coup nos objectifs sur la protection microclimatique, la ressource en eau et puis la biodiversité. Et le dispositif, schématisé ici, donc sur cette parcelle de 8000 m². Donc, ça se distingue en 3 grandes zones. Mais d'abord, donc, à l'est, vous avez du coup les témoins, donc tout à droite là, de la diapo, avec une partie de verger témoin et une partie de vous avez toute la partie du coup agroforestière. Vous pouvez peut-être couper votre caméra parce que le son saute des fois. Ok, alors ouais, je m'occupe de ça. Si. Alors, est-ce que... Ok. Alors, juste je reprends. Donc, je cherche. Forestière. Donc tout à gauche, donc la partie verger en agroforesterie, avec les 3 premières lignes d'arbres forestiers, et ensuite la partie maraîchage en agroforesterie, avec donc les planches suivantes. Donc nos arbres forestiers, on retrouve les 3 essences, robinier, frêne et platane. Donc, on est sur de l'agroforesterie intraparcellaire avec des alignements d'arbres forestiers tous les 20 mètres. Il y a une distance de 20 mètres entre chaque alignement d'arbres forestiers. Et puis, en nord-sud, voilà, donc d'où la densité agroforestière là, de 50 arbres hectares. Pour la partie arbo, donc entre chaque ligne agroforestière, on a 4 rangs de pommiers. On est sur des pommiers palissés et on a implanté du coup 2 variétés qui sont Inogo et Dalinette avec un espacement du coup de 4 mètres. Et puis donc dans les parcelles maraîchage, donc là vous aurez là aussi un focus sur la partie maraîchage juste après pour vous voyez comment sont disposées les planches de maraîchage. Mais voilà, étant donné la surface que ça représentait, en fait, tout n'a pas pu être cultivé
en maraîchage sur cette surface-là, d'où les deux couleurs différentes de marron clair et de marron foncé. Et donc, comme contrainte et choix qu'on a pu faire sur ce dispositif, déjà, alors la parcelle n'est pas certifiée en bio, mais on fait une conduite quand même en AB pour avoir derrière aussi potentiellement une meilleure valorisation. Et puis de toute façon, et aussi une facilité, on va dire, de gestion par rapport au traitement, le fait qu'il y ait des distances du coup qui ne soient pas très grandes entre les parties maraîchères et les parties vergers. Et là, vous ne voyez pas l'environnement autour, mais en dessous, on a aussi un petit ruisseau qui passe et qui est tout juste à la limite des 20 mètres. Donc, on utilise des produits aussi avec des une limite de ZNT inférieure à 20 mètres. On s'est placé dans des systèmes qui étaient mécanisables pour aussi avoir une meilleure viabilité économique et on voulait se placer dans des systèmes de production qui étaient, on va dire, parlants pour des producteurs. On ne voulait pas se mettre dans des systèmes de production vraiment en rupture, donc on a voulu garder ce format-là, mais donc quand même en bas niveau d'intrants phytosanitaires, sans utiliser de CMR et en limitant les doses de cuivre et de soufre. On a après, on va revenir juste après, donc autant que ce soit sur la partie arbo que la partie maraîchage, vraiment sur les dispositifs spécifiques d'irrigation notamment. À savoir que quand même, c'est exactement la même fertilisation qui est apportée entre les témoins et les systèmes, on va dire, agroforestiers, et la même quantité d'eau aussi. Voilà. Je continue du coup. Ce projet donc Climagrofel pour 2 ans donc, nous a permis de démarrer cette action, d'installer les parcelles et puis de l'instrumenter. Et il est découpé juste en 2 actions, une part d'expérimentation et puis une part coordination valorisation. Et donc pour l'expérimentation, on va regarder l'impact du système agroforestier sur l'eau et le climat, avec donc pour la ressource en eau, des suivis sur la pluviométrie, l'irrigation, encore l'eau dans le sol, des suivis de la ressource lumière, du statut hydrique des cultures et puis de l'adaptation à l'ombrage. Et puis, on a une part de suivi aussi sur la biodiversité, auxiliaires et bioagresseurs des différentes cultures, et puis sur l'entomofaune. Et pour ce qui est de l'impact technico-économique, on va regarder tout ce qui va être les critères agronomiques de vigueur, de phénologie, de rendement, de qualité des fruits ou des légumes, et puis un suivi des temps de travaux. Je vais commencer par un petit focus du coup sur la partie arbo. Donc là, ça reprend le plan que vous avez vu précédemment. Donc vous avez là en vert les arbres donc, les pommiers de la variété Inogo, en orange les pommiers de la variété d'Alinette. Et puis, voilà ce que je voulais montrer. Donc, bon, selon les mesures, on va y revenir après, elles ont été positionnées, soit on a découpé, on a fait 4 blocs par variété, soit on a fait 4 blocs sur les rangs à chaque fois qui étaient les plus proches de la ligne d'arbre centrale, puisqu'au final, les différents facteurs qu'on veut étudier, ça va être la présence d'arbres forestiers entre la modalité témoin et les modalités agroforestières. Mais au sein de la modalité agroforestière, on veut regarder est-ce qu'on a des différences entre ce qui se passe à l'est et à l'ouest, et est-ce qu'on a quel est l'impact aussi de la distance par rapport aux arbres forestiers. D'où donc des modalités agroforestières est à 4 mètres de distance, ou des modalités par exemple agroforestières est à 8 mètres de distance, et la même chose à l'ouest. Donc la plantation, je vous ai dit, ça s'est passé en janvier. Nos 2 variétés Inogo d'Alinette, elles sont fait donc sur du G11. On est en biaxe palissé, et donc avec une distance de plantation de 4 mètres par 1,50 m, et avec une surface de verger stricte de 2800
mètres carrés. Par rapport du coup aux thématiques de notre projet, pour le climat, on va avoir un suivi du coup avec des sondes de température, hygrométrie et mise en place aussi de sondes PAR. Pour la ressource en eau, température du sol, là on a des sondes capacitives de 60 cm de profondeur avec des capteurs tous les 10 cm de profondeur. On va regarder aussi la capacité d'infiltration du sol, ça avec des tests d'infiltrométrie. On va regarder le statut hydrique des pommiers, ça par des suivis donc, via la chambre à pression. L'adaptation à l'ombrage des pommiers, ça c'est via des mesures de SLA, un ratio entre la surface et la masse des feuilles. Et puis on regarde du coup les stades phénologiques et la vigueur des arbres, ça avec une mesure de diamètre. Je ne vais pas du coup de toute façon vous montrer tous les résultats et je vous fais un petit condensé après des résultats dans un tableau. Mais du coup, si on parle déjà vigueur, alors, hop, ouais, c'est bon. Vigueur, donc on a fait un relevé là en février et puis là un nouveau relevé en octobre. Donc au départ, on a eu en fait, donc je vous ai dit quand même les arbres ils ont été plantés en janvier 2024. Donc là, au relevé en février 2025, il y avait déjà 1 an de croissance et on avait en fait une différence entre notre témoin et les arbres d'agroforesterie. Et là, on voit aussi encore un peu une disparité. Mais donc, reste à regarder si cette différence est significative ou pas. Et cet impact, en fait, c'est cette différence, notamment dès le début de vigueur, elle est, je ne pense, pas tant due au côté présence des arbres forestiers qu'aux dégâts qu'on a pu avoir en fait pendant l'année, des dégâts de Zeusser, notamment assez importants. En 2024, on a 26 arbres qui étaient touchés dans le témoin. Et du coup, 14 en agroforesterie Est et 5 en agroforesterie Ouest. En 2025, on en a un peu moins dans le témoin et un peu plus dans les parties agroforestières. Et c'est vrai que donc on a une pression Zeusser qui est assez importante. Alors, fin 2024, on a pu utiliser du coup des surnuméraires pour changer certains arbres. Et là, de 2025, du coup, on a un peu de mortalité, mais qui n'est pas forcément due à de la Zeusser, qui va plutôt être due, par exemple, à des campagnols. On a quelques attaques de campagnols. Et puis, on a eu aussi des attaques de lapins qui viennent grignoter au pied des arbres. Donc, voilà, c'est le début de la vie du verger. Là, vous avez une photo, les arbres qui datent de l'année dernière. Maintenant, les arbres arrivent quasiment au dernier fil de palissage. Et vous voyez à droite la présence d'un frêne. Donc, nos arbres forestiers ne sont pas encore très grands non plus. Je vais vous présenter les hauteurs juste après. Un petit récap, je ne vous présenterai pas tous les résultats, mais comme je vous disais, par rapport à ce qui est climat, les sondes, du coup, on les mais on n'a pas encore vraiment exploité les résultats. Il nous reste du coup à bien finaliser la mise en place de ces sondes et notamment des sondes PAR pour qu'elles soient bien positionnées et que ça ne bouge pas avec le vent, etc. Les sondes PAR, on a pu les équiper un peu mieux la parcelle. On a vraiment 3 par modalité. Et quand je dis modalité, donc c'est agroforesterie ouest, 8 mètres, 4 mètres, etc. Pour les sondes température hygro, là, par contre, on n'en a qu'une par modalité. De la même manière, la ressource en eau et le suivi par les sondes capacitives, on en a une par modalité. On va regarder notamment pour l'instant les profils de sol ou essayer de calculer des cumuls de stock d'eau. Pour l'instant, on n'a pas de différence significative sur des calculs de stock d'eau. Mais bon, voilà, sachant que pour l'instant, on n'a qu'une par modalité, ça va faire partie des améliorations qu'on va faire aussi par la suite. On regarde quand même la pluviométrie aussi. On
on le fait grâce à des pluviomètres à lecture directe, donc qu'on va mettre en place sur nos parcelles avant une pluie, et puis on va aller lire les quantités d'eau collectées du coup après la pluie. Pour l'instant, voilà, là, on n'a pas d'infiltration du sol avec des tests d'infiltrométrie. On regarde donc temps et vitesse d'infiltration dans le sol. Là, on fait 4 avec les tests Berkane. On fait 4 mesures avec 10 itérations à chaque fois par modalité. Et pour l'instant, là encore, pas de différence. Statut hydrique des pommiers, j'y reviens juste après. Adaptation à l'ombrage des pommiers, donc on a fait des mesures de SLA. Donc un prélèvement de 10 feuilles fois 4 blocs par modalité et par variété. Ça, on l'a fait un suivi dynamique. Là encore, pour l'instant, on n'a pas d'impact de nos systèmes. Les stades phénologiques, ça a été suivi du coup, surtout les stades de floraison une fois par semaine. Et donc là encore, pour l'instant, on n'a pas d'impact non plus. Et puis la vigueur, donc on vient d'en parler, avec un effet moindre dans le témoin. Pour ce qui est une des sorties qu'on fait avec nos sondes capacitives, ça a été de regarder notamment un profil d'humidité dans le sol dans les 60 premiers centimètres, donc avec les teneurs moyennes en eau. Ce qu'on va regarder, voilà, les sondes capacitives, là, on les a déplacées de la partie nord à la partie sud. Donc, on va regarder si on a les mêmes profils. Et puis, quand les sondes capacitives qu'on utilise en maraîchage ne seront pas utilisées, on va s'en servir pour, du coup, regarder si les sondes qui sont en permanence dans la partie maraîchage, dans la partie arbo, sont bien représentatives en multipliant, du coup, les points de mesure. Et puis, je vous disais, donc, le statut hydrique des pommiers, ça, on a regardé en faisant des mesures donc, de potentiel hydrique de tige via des chambres à pression. Ça a été fait 3 fois aussi au cours de la saison. Sur les 2 variétés d'Alinette et Inogo, là, on n'a pas de tendance très franche non plus. Bon, voilà, sur Dalinette, à partir du mois de juin et un peu plus marqué en juillet, on a du coup, on va dire, un stress un peu plus marqué sur la partie témoin que sur les autres modalités. Mais donc ça, à suivre et à confirmer, du coup, l'année prochaine, en essayant, du coup, de le compléter par des mesures de potentiel hydrique, du coup, de base, qui seraient un peu plus représentatives du stress hydrique que cette mesure-là. Donc, on a des arbres forestiers qui sont jeunes avec, pour l'instant, encore peu d'impact sur le microclimat, en tout cas qu'on n'a pas encore vraiment pu mesurer. Et là, c'est ce que vous avez sur le graphique de droite. Donc, nos 3 essences d'arbres, elles vont de 4 mètres à un peu plus de 8 mètres de haut pour les robiniers, mais donc encore avec un houppier peu développé. Donc, on note pas encore d'impact important sur le verger de pommier depuis sa plantation. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Prisca pour la partie maraîchage. Oui, donc juste quelques mots pour le dispositif, sachant que Florence, vous l'avez déjà présenté. Donc, idem, en maraîchage, on va étudier 3 facteurs, l'orientation est-ouest, la présence ou non d'arbres forestiers, et puis cette distance soit à 4 mètres, soit à 8 mètres des arbres forestiers. Donc, au final, on aura 3 modalités, agroforesterie à 4 mètres, à 8 mètres, à l'ouest ou à l'est. Et puis, témoin. Donc là, vous avez représenté les 3 parcelles en maraîchage. Pour les parcelles, donc elles font 296 mètres carrés. On avait 4 planches, que ce soit pour la salade ou pour la pastèque, de longueur de 37 mètres. Et puis en densité de plantation, la laitue, comme en pratique producteur, 12 plants au mètre carré. Pour la pastèque, on est sur 1 plant au mètre carré. Pour cette première année d'essai, donc on avait un mélange de luzerne
et de sarrasin semés en mars 2024, qu'on a détruit en automne. On a semé derrière, en fait, en septembre 2024, un mélange d'engrais verts, vesses, radis fourragers, oléifères, seigle forestier, févrole et caméline. La salade, on l'a plantée le 4 mars, récoltée le 17 avril, et puis la pastèque, on l'a plantée le 28 mai, et on a fait 2 récoltes le 17 et le 22 juillet. Donc, pour les suivis, donc on a suivi la ressource en eau, l'humidité du sol, précisément à travers les sondes capacitives. Donc, une sonde par parcelle, pas de répétition. La vigueur aussi, pour les salades, c'était la pesée de la matière fraîche avec 2 mesures, avant et après la récolte. Mesure aussi de la teneur en eau en passant les salades à l'étuve. Et puis, bien sûr, le rendement brut et le rendement commercialisable. Commercialisable, c'est-à-dire, après parage. Pour la pastèque, donc on a les mêmes suivis avec, en plus, une, évaluation de la teneur en eau à travers la pression dans la feuille, par mesure en chambre à pression. Donc on a effectué, 2 mesures, sur la pastèque. Et puis le rendement brut, est commercialisable, c'est-à-dire sans les pastèques classées en déchets. Et donc, 2 récoltes, 2 récoltes au mois de juillet. Donc, pour vous présenter les premiers résultats, on avait donc, la vigueur de la plante, à travers, la masse brute de la salade mesurée le 4 avril et le 22 avril. Vous voyez que, en fait, on n'a pas de différence significative lors de la première mesure entre les différentes modalités. Pour la deuxième mesure, en fait, les salades, oui, j'avais pas précisé, mais vous le voyez, hein, la salade, c'est une Batavia blonde, Gautier. Donc là, on a une salade qui a un poids, significativement supérieur pour la parcelle témoin par rapport aux parcelles, agroforesterie est à 4 mètres et agroforesterie ouest à 8 mètres. Donc ça, c'était à la deuxième mesure. Pour ce qui est de la teneur, en eau dans les plantes, à la première, mesure, il n'y a pas eu de différence significative, observée. Et par contre, à la deuxième mesure, on a observé que les salades, qui étaient en agroforesterie est à 8 mètres et qui étaient témoins avaient, une teneur en eau significativement supérieure par rapport, aux salades de la parcelle agroforesterie est à 4 mètres. Pour, le rendement commercialisable, donc, pour les salades, parées, là, en fait, on avait observé, que les salades du témoin et de la parcelle agroforesterie est à 8 mètres avaient, un poids paré significativement supérieur par rapport aux autres modalités. On a effectué aussi un test de conservation en mettant les salades, 4 jours en chambre froide, et là, on a observé les mêmes tendances. Ça a été observé vraiment visuellement sur la récolte, parce que les salades en particulier du témoin semblaient aussi plus volumineuses. En termes de dégâts, globalement, la culture s'est plutôt bien passée, hein. On a eu des conditions, de plantation et puis post-plantation un petit peu compliquées avec beaucoup de précipitations. Mais malgré tout, on a obtenu quand même de bonnes récoltes avec, essentiellement comme bioagresseurs des
des chenilles et des mollusques. Donc à gauche, vous avez le nombre moyen de feuilles par salade qui présentait des dégâts de chenilles en fonction des modalités. Donc là, on a observé qu'il y avait significativement plus de feuilles touchées par des chenilles à 4 mètres qu'à 8 mètres, et cela que l'on soit dans la parcelle agroforesterie est ou ouest. Le témoin, on le voit, est également assez impacté par les dégâts de chenilles. Pour les mollusques, on observe qu'il y a significativement plus de feuilles touchées dans le témoin et dans les modalités à 4 mètres que dans celles à 8 mètres. Donc, on peut supposer que la proximité, ça aussi, je vous en avais pas parlé, mais en fait, les engrais verts, le mélange très riche d'engrais verts qu'on avait avant la salade, on a maintenu en fait une partie de ces engrais verts, on les avait maintenus, contrairement aux autres parties où on avait préparé les planches, accueilli les cultures commerciales. Et donc, on avait maintenu, on avait en fait du coup des bandes fleuries. Et on suppose que la proximité peut-être des bandes fleuries, des arbres forestiers, dont la végétation serait un refuge potentiel pour ces bioagresseurs qui s'attaqueraient aussi aux salades, pourrait expliquer ces résultats. Bon, c'est une hypothèse qui reste à confirmer sur les prochains essais de ce projet. Si on passe maintenant à la pastèque. Alors, à la pastèque, pour les conditions de culture, en début de culture, toutes les parcelles se sont bien développées et étaient plutôt saines. On a eu au fur et à mesure une présence, puis une augmentation de pression acarien. On avait identifié, c'était Tetranicus urticae. Pour au final, à la dernière notation, on avait observé que tous les plants étaient entièrement attaqués et touchés par les acariens. Donc, on avait fait des traitements à l'aide de avec Beauveria bassiana, mais il est possible qu'on ait, si vous voulez, qu'on ait un petit peu raté d'1 ou 2 jours le positionnement de ces traitements, et donc on n'a pas réussi à contrôler comme on aurait souhaité cette pression acarien. Et dans ces conditions, les données ne nous ont pas permis de mettre en évidence un effet significatif de la modalité sur la vigueur, quelle que soit la date d'observation, ni d'effet de la parcelle, du bloc non plus. On suppose que la pression acarien ait peut-être masqué un peu les éventuelles différences qu'on aurait pu obtenir. Pour la teneur en eau, ça je l'ai présenté. Pour la teneur en eau, ça je l'ai pas présenté sous forme de slide, mais là non plus, on n'avait pas obtenu un quelconque effet significatif sur le potentiel hydrique des feuilles de pastèque, selon la date. Voilà. Après, si on regarde les rendements, donc vous avez présenté ici les rendements bruts et puis les rendements commercialisables. Et donc, c'est ramené à la tonne à l'hectare. Là encore, les analyses ne nous ont pas permis de mettre en évidence un effet significatif de la modalité, quelle que soit la date d'observation, quelle que soit la récolte. Toute parcelle confondue, on est sur un rendement moyen de 50,6 tonnes hectares, ce qui reste correct, peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on peut attendre sur cette typologie. C'est une pastèque Sugar Baby, et c'est la variété Congita de Sherixvan. Pour le poids moyen des fruits, par contre, là, je ne vous l'ai pas présenté, mais
on avait un poids moyen de fruits commercialisables en agroforesterie ouest à 4 mètres qui était significativement inférieur à celui à l'est à 4 mètres et celui à l'est à 8 mètres. Donc pour les rendements, pour les rendements commercialisables comme pour les rendements bruts, on n'a pas observé de différence significative. Maintenant, on peut regarder ce qu'il en est en termes de déchets. Donc, ce qu'on a observé comme déchets, globalement, c'était des déchets dus aux acariens, aux taupins, aux rongeurs, campagnols. On a observé aussi quelques fruits fondus ou pourris et puis quelques fruits avec des coups de soleil. Donc ici, ce qu'on a observé, c'est que les déchets, on avait plus de déchets, plus de fruits avec des déchets en parcelle agroforesterie ouest à 4 mètres par rapport à la parcelle agroforesterie est à 4 mètres et l'agroforesterie ouest à 8 mètres. Donc, que peut-on tirer de cette première année d'essai très rapidement pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger? On a une teneur en eau qui est plus élevée en agroforesterie est à 8 mètres et témoin par rapport aux modalités à 4 mètres. On peut se poser la question d'une potentielle disparité dans l'aspersion ou une distance plus élevée entre les cultures et les arbres forestiers et donc peut-être moins de compétition en ressources en eau. On a observé plus de dégâts de chenilles et mollusques dans la salade pour les modalités à 4 mètres des arbres forestiers et dans le témoin par rapport aux modalités à 8 mètres. Là, on se pose la question de l'effet de la proximité de la bande fleurie des arbres forestiers, qui serait peut-être un refuge pour ces bioagresseurs qui s'attaqueraient aussi aux salades qui sont plus proches. Et puis, un poids moyen des salades brutes et commercialisables supérieur en témoin en agroforesterie est à 8 mètres par rapport aux autres modalités. Donc, très prudemment, peut-être une teneur plus importante en eau, un parage moindre dû aux plus faibles dégâts de chenilles et de mollusques. Chez la pastèque, donc il n'y a pas eu d'effet observé sur la vigueur ni sur le potentiel hydrique et le rendement. Donc, d'éventuelles différences peut-être auraient pu être observées si on n'avait pas une aussi forte pression d'acariens. On se pose la question. Et puis, à noter aussi donc ces fruits en agroforesterie ouest à 4 mètres qui sont plus petits et plus souvent classés en déchets. Donc là aussi, on émet l'hypothèse de la pression acarien, de la concurrence spatiale nutritive avec les arbres forestiers et le linéaire sous-arboré, où se trouvait aussi un assez grand nombre de campagnols. En termes de perspective, j'ai mis quelques mots, mais Florence aussi a préparé quelques axes de perspective. Donc pour les centres parts, à partir de 2026, on va les placer immédiatement au moment de la plantation, et ce jusqu'à la fin des cultures. Notre prochaine culture en maraîchage, ça va être la courgette. On peut se poser la question si on les met en place plutôt des courgettes précoces à récolter en avril pour limiter la pression des acariens. Pour casser notamment le cycle des adventices et autres bioagresseurs, on a semé en engrais vert en septembre. C'est un mélange de seigle fourragé, févrole d'hiver et radis oléifères. Et puis voilà, on n'exclut pas d'intégrer des plantes de service type plantes mellifères dans le linéaire sous-arboré à confirmer, donc pour favoriser notamment la pollinisation.
mais dans ce cas-là, il faudrait faire très attention et bien positionner, réfléchir au traitement insecticide. Ok, bah, juste quelques mots sur la biodive, mais je ne veux pas vous présenter les résultats. Juste pour info, donc il y a des suivis qui ont commencé sur pommier, surtout axé sur le puceron cendré. Et puis des premiers enregistrements pour avoir un T0 de ce qui se passe au niveau des chauves-souris, donc avec des enregistrements acoustiques. Et à partir de l'année prochaine, des suivis pièges photo pour la présence des oiseaux et des peaux barbeurs pour regarder un peu ce qui se passe au niveau de la faune du sol, carabes, araignées, et des frappages pour regarder un peu plus l'entomofaune aérienne. Et puis du coup, à venir aussi en parallèle de ce projet-là, on veut démarrer un peu plus le volet sol et notamment en mettant en place la méthode Biofung Tool pour pouvoir comparer nos modalités. On a déjà commencé à faire des analyses de sol, là encore pour avoir des T0, des analyses physico-chimiques, enzymatiques ou encore de biomasse microbienne. Après, juste pour info, du coup, si vous voulez en savoir un peu plus, il y a un article Info CTIFL qui est paru cette année. Et puis, voilà, à l'occasion de visites d'essai, il y a des portes ouvertes qui se font sur le centre de Balandran. Donc, si vous voulez venir voir la parcelle en vrai, c'est possible. Et puis, on va se mettre en quête de nouveaux financements, monter des nouveaux projets. Donc, on est aussi en recherche de nouveaux partenaires. Voilà, ça y est, on est au bout. Merci à tous pour votre attention. Et puis, on Merci profite beaucoup. pour remercier toute l'équipe qui a participé à toutes ces mesures cette année. Est-ce Hop. que vous avez des questions ou des remarques? On a peut-être Merci. encore quelques minutes, là. Merci à vous Alors, pour ouais. la présentation. Je vais couper l'enregistrement déjà pour le temps d'échange.